messieurs, bonjour. Je m'appelle Guillaume de Citre, je suis le président des librairies de Citre et c'est un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui pour fêter les 111 ans de Citre, tous ensemble. Donc voilà, merci d'être là avec nous. Merci d'être avec nous pour une magnifique conférence autour du polar avec Franck Tillier, Nicolas Rebel, Vincent Maître, qui vont avec vous partager des bons moments de lecture. Et puis, j'imagine que vous avez regardé un petit peu comment tout ça est organisé. Si d'aventure vous souhaitez vous faire dédicacer le livre, ce qui me semble logique, vous pourrez soit venir avec votre propre livre, soit l'acheter derrière. Vous avez des espaces de conférences, de signatures qui sont au Carré Bellecour, qui est derrière moi, derrière les bus, là, que nous met à disposition le Crédit Agricole. Et puis, je vous encourage à profiter de toute la journée, puisqu'on a le programme qui est là, qui va vous présenter toutes les conférences et débats qu'on a aujourd'hui autour du polar, de la littérature, des sciences et tout ça. Voilà. De Citre a la chance d'être avec les Lyonnaises et les Lyonnais et l'agglomération depuis maintenant 111 ans. C'est mon arrière-grand-père qui a créé la librairie au 6 Place Bellecour, qui est de l'autre côté. Et on a le plaisir de faire ce beau métier. Et donc, encore une fois, merci pour votre confiance. Merci d'être là aujourd'hui. Et je cède sans plus attendre la parole à Vincent. Voilà. Merci encore. Très bonne journée. Merci beaucoup, Guillaume, et bon anniversaire. Merci à toutes et à tous d'être présents ici pour cette première conférence. Vous avez bravé le soleil, mais vous saviez en venant ici que la chaleur n'aurait pas beaucoup d'importance puisque vous avez des auteurs qui passent leur temps à vous faire monter des poussées de sueur froide avec Franck Tilliez et Nicolas Lebel. Alors, merci à vous d'être là pour évoquer les polars, le genre polar, à travers cet état des lieux. Alors, on en discutait brièvement avec Nicolas. Le terme d'état des lieux pour évoquer la question de la ville et comment l'auteur de polar est un spécialiste, un expert de la ville. Le terme d'état des lieux est vraiment bien trouvé. Avant de l'attaquer de front ou par le flanc, j'aimerais juste noter une chose. Je ne sais pas si c'est un hasard ou le hasard parfois fait bien les choses, mais dans le livre, le manuscrit inachevé, il y a quand même quelques références assez marquées à Lyon. Et même dans Deux cauchemars et de feu, il y a une allusion, mais vraiment très minime, à Lyon. Parce qu'il y a un personnage qui a eu juste une partie de ses études à Lyon. Elle est de Mâcon. Bon, l'histoire ne se passe pas du tout à Lyon. Elle se passe à la fois en région parisienne et puis en Irlande du Nord. Mais il y a aussi une allusion à Lyon. Alors, est-ce que vous aviez anticipé le fait que vous seriez ici aujourd'hui en écrivant vos livres ? Nicolas. Évidemment, tout est prévu, donc de longue date. Tout ça a été pensé il y a bien 20 ans maintenant, et c'est un complot qui se développe doucement mais sûrement. Franck. Mais oui, on savait forcément qu'aujourd'hui c'était les 111 ans de la librairie, donc on pouvait prévoir de longue date. Oui, alors des références à Lyon, il y en a dans celui-là, il y en a dans quelques-uns de mes livres. Tout simplement parce que alors ce sont des villes qu'on aime, qu'on rencontre, et puis on se base beaucoup aussi sur les voyages qu'on a l'occasion de faire lors des conférences, lors des rencontres avec les lecteurs. Donc forcément, le fait d'aller dans une ville comme Lyon, mais aussi des villes plus petites, parfois on va dans des médiathèques ou dans des tout petits villages, et ben voilà, finalement, ça se stocke au fond de nous-mêmes. Hein. On n'en a pas forcément besoin tout de suite. Et puis, à un moment donné, ça ressort quelques années après, mais on pourra en parler après, quand on parlera de la ville. Alors, si on en vient à parler de ces questions d'expertise, et là encore, je vais faire un léger détour, c'est que les auteurs de polar sont plus que des experts de la ville ou d'un sujet en particulier. Ils sont réputés être des experts de tout. On leur demande, on leur réclame sans doute en tant que lecteur une expertise générale. Ils sont des polyvalents. Alors la question porte... Toutologue, oui, certainement. Expert en tout, indubitablement. Non, très sérieusement, il y a beaucoup de documentation. Dès lors qu'on veut être sérieux et crédible, il faut s'appuyer sur une documentation véridique et vérifiée. La documentation, c'est le ciment de la fiction. Hein.
si on veut être crédible dans ce mensonge que l'on raconte, puisque l'histoire que l'on raconte, a priori, n'a jamais eu lieu, il faut que cette fiction s'appuie sur une documentation qui, elle, est tout à fait vérifiée et véridique. Donc on a le devoir de se renseigner déjà, si possible d'expérimenter aussi. Hein. Il faut aller voir au plus près du terrain, parce que c'est là qu'on va tirer de vraies anecdotes et encore une fois la matière la plus brute qu'on va pouvoir utiliser en fiction. Je prends un exemple, hein. Parler de la police dans un roman policier, si on ne connaît pas de flics, c'est dur. Parler d'un commissariat, si on n'en a jamais visité, c'est dur. Donc il faut aller au plus près du terrain. Ben, c'est pas très dur, hein. On rentre dans un commissariat, on peut demander aussi à visiter, des demandes en préfecture pour ne prendre que ça. Hein. Alors on peut après étendre à tous les domaines. Hein. Dès lors qu'on s'attaque à un thème, qu'on va développer dans un bouquin, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a en face des lecteurs qui sont encore plus spécialistes que nous. Et on ne tient pas à être pris en défaut, donc on doit à un moment devenir effectivement expert de la question qu'on traite. Oui, alors vous avez entendu, il expérimente tout, hein, et comme il tue beaucoup de gens dans ses romans, je vous laisse deviner. Oh, mince. Oui, il y a cette notion de vérité qu'on se doit de raconter ou pas. En fait, je pense que c'est une question de ton du roman. Et si dès le début, le lecteur, s'il est mis dans une situation où il sent que le roman est un peu plus inventif et ne va pas forcément raconter la réalité, il est prêt à l'accepter à partir du moment où on lui dit dans l'histoire. Après, c'est vrai que moi je pars du principe que mes romans sont plutôt, il y a toujours une dimension un peu scientifique dans mes livres et médicale. Et donc je pars souvent du principe que quand je parle de sujets qui sont assez graves et où il y a ce que j'appelle la personne en blues qui s'exprime, j'estime qu'elle doit dire la vérité, parce que si on a un personnage de médecin, le lecteur qui suppose que ce médecin va dire la vérité. Et donc c'est vrai qu'il faut essayer d'être au plus près de la réalité. Alors finalement, un roman, qu'est-ce que c'est? Parce que les gens ont toujours du mal à se dire, est-ce que ce que je raconte est vrai ou faux? Est-ce que c'est de la pure invention? Tellement parfois ça va loin justement dans les extrêmes et dans les excès. J'ai tendance à dire que finalement, effectivement, je fais pas mal de recherches, notamment scientifiques, aussi sur des faits historiques, d'avoir des vérités, c'est-à-dire des faits qui sont avérés, mais qui ne sont pas reliés entre eux. C'est-à-dire, vous pouvez avoir quelque chose qui s'est passé dans les années 60, dans une dictature en Argentine, enfin c'est pas dans les années 60, dans les années 80. Vous pouvez avoir un fait scientifique qui se passe en France, un autre en Italie, dans des époques différentes, qui sont tous réels, qui sont tous des vérités. Et ce qui va créer finalement le roman et la fiction, ça va être le moyen qu'on va trouver nous-mêmes, romanciers, pour relier tous ces événements entre eux. Donc quelque part, vous avez des îlots de vérité comme ça qui sont complètement dissociés. Et par la fiction, vous allez tout relier. Et c'est pour ça que les gens qui lisent ces romans sont souvent incapables de dissocier le vrai du faux. Justement parce qu'il y a cette espèce de fiction qui est là et qui vient un peu écraser tout le reste, mais je trouve ça bien, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas non plus des essais, des revues scientifiques, des thèses, hein. On écrit avant tout des polars, des histoires, et ça doit dominer, et c'est d'autant mieux, enfin, les lecteurs préfèrent quand le roman traite d'un sujet qui à la fin du livre, qu'on a envie de creuser parce qu'il révèle une vérité sur notre société, sur notre époque. Pour reprendre le mot de Nicolas tout à l'heure, en fait, c'est le roman, le polar en particulier, c'est un mensonge qui est un tissu de vérité, d'une certaine manière. Mais c'est une belle expression. Oui, je l'aime bien, merci. Mais c'est vrai que j'utilise souvent ça, parce que c'est ce que tu expliquais, hein, des éléments véridiques qui sont reliés entre eux par la fiction. Effectivement, on pourrait se demander pourquoi on les relie à ce moment-là. C'est le cœur de l'histoire, et c'est le rôle de l'auteur que de les relier justement pour rendre cette histoire, cette intrigue intéressante. Mais encore une fois, effectivement, la documentation, le ciment du mensonge, c'est vraiment faire le lien entre des éléments véridiques. Alors, heureusement, hein, le lecteur qui lit du polar ou qui lit autre chose apprend de ses lectures. Tout est vérifié, hein, pour revenir sur cette histoire de documentation.
je pense que le lecteur est content aussi qu'on lui apporte tout cela de manière vulgarisée, hein, sans entrer dans des détails très scientifiques et ronflants. Mais en tout cas, cette connaissance qu'on apporte va renforcer notre intrigue fictionnelle. Donc, c'est à la base, au cœur du travail d'auteur de polar et d'auteur en général, je crois. Alors, on évoquera tout à l'heure, puisque vous en avez parlé de manière un peu comme ça, incidente, la dimension historique qui, tous les deux, vous intéresse. J'aimerais savoir si une ville, un territoire donne une couleur particulière à un roman. Est-ce que vous l'avez ressenti en écrivant parfois, ça peut être sur la Bretagne, ou la Normandie, ou les Alpes, ou l'Irlande. Vas-y, je t'en prie. Ah oui, mais absolument. Moi, au début, j'ai commencé à... Alors, j'habite le nord de la France, et quand je me suis mis à écrire, je lisais pas mal de polars, alors des polars américains, et puis des polars français, enfin d'auteurs français qui faisaient se dérouler leurs intrigues aux États-Unis, où la ville avait une importance, c'est-à-dire ça se passait à New York, à Boston, donc on sentait vraiment ces villes importantes parce qu'elles ont leur propre mode de fonctionnement, elles ont leur police, elles ont leur criminalité, donc c'est des éléments importants. Et je me sentais incapable je voulais écrire un livre, un polar, et je me sentais incapable de faire ça, de me dire, mais j'y connaissais rien aux États-Unis, je connaissais rien au système américain de justice. Et j'avais cette région qui était la mienne, qui était autour de moi, et puis je regardais cette région, je me dis, mais c'est une bonne région polar, quoi, le nord de la France. Bon, il ne fait pas aussi gris que ce qu'on dit, hein, mais c'est vrai qu'il y a cette ambiance, cette lumière très, très, très particulière qui est importante pour le polar. Il y a le tissu social qui est complexe, qui peut être propice à des histoires, justement. Il y a toute l'histoire de cette région qui est une histoire très, très dure. Et je me dis, tiens, comme je suis incapable de toute façon de faire se dérouler mon intrigue ailleurs, je vais la faire chez moi. Et vraiment, il y a cette couleur du Nord qui est très très importante dans ce roman, qui est La Chambre des Morts, qui n'aurait pas du tout été le même livre si j'avais fait se dérouler l'intrigue ailleurs. Et je pense que le fait que ça se déroule dans le Nord a été vraiment le succès du livre, parce que c'est ça qui plaît aux gens, c'est-à-dire aux lecteurs de se sentir, de s'identifier à ce qui arrive au personnage, de reconnaître des lieux. Alors, ça ne veut pas forcément dire habiter le Nord. Reconnaître des lieux, c'est reconnaître des comportements, c'est reconnaître son pays, c'est reconnaître la manière dont fonctionnent les gens. Une authenticité ? Oui, mais complètement. Et cette région, vraiment, dans La Chambre des Morts, c'est devenu un personnage. C'est devenu... elle avait une action, elle avait une conséquence, elle agissait sur le comportement des lecteurs, enfin des personnages. Elle était omniprésente du début à la fin. Il y a une adaptation cinématographique de ce roman, et souvent dans les adaptations, ils adaptent l'histoire, mais ils font se dérouler ça ailleurs, sur Paris, etc. Et là, ils avaient vraiment vu que ça ne pouvait pas se passer en dehors du Nord. Donc le film s'est tourné vraiment dans la région, parce qu'il y avait ces paysages, il y avait ce passé qui ressurgit par les mines, les terris qu'on voit. Et donc voilà, et ça a créé cette couleur très sombre, très lourde dans le livre. Et là, vraiment, je le cite souvent parce que c'est peut-être le livre où la ville, en tout cas l'environnement urbain et la région, a la plus grande place. Après, il y a des romans comme... où la région a encore une grande place, puisque ça se passe dans l'Eure, mais par exemple, il y a des passages à Lyon qui sont un peu plus... Enfin, à Lyon, ou en tout cas dans la banlieue lyonnaise, qui sont plus, entre guillemets, des décors. C'est plus du tout la même chose, un décor, une ville qu'on va prendre comme un décor, ou une ville qu'on prend comme personnage, parce qu'un personnage, il est présent dans tout le livre. Le Nord était présent dans tout le livre. Là, Lyon, c'est juste un endroit de passage lié à l'enquête, etc. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je différencie. Mais c'est vrai que la ville est extrêmement importante dans le polar. Ouais. Juste pour compléter, et ensuite Nicolas pourra aussi répondre à la question, un décor, c'est plus un clin d'œil, c'est utilitaire, ou ça a une vocation quand même différente ? Je pense qu'il y a un mélange des deux. Il y a une question d'utilité, entre guillemets, c'est-à-dire que quand on écrit des intrigues complexes qui sont des enquêtes policières, il faut imaginer qu'on
casse quand même bien la tête, quoi. Et parfois, vous avez des personnages qui sont à tel endroit, à tel moment, et ils doivent découvrir quelque chose, et vous regardez sur une carte de France, vous dites il faut gérer le temps, il faut gérer le déplacement des personnages, il faut que tel élément d'enquête puisse se passer dans telle ville, il faut des services de police, tout ça. Donc finalement, quand vous regardez un peu, vous dites ah bah tiens, je veux le situer là parce que ça marche bien par rapport à mon intrigue. Et puis, surtout vu les allers-retours là, c'est... Oui, oui, parce qu'ils font des allers-retours dans la journée. Alors, et donc c'est toujours un peu accéléré. Et donc voilà, c'était important. Alors après, par exemple, il y a autre chose qui m'avait bien, qui est très caractéristique. Un jour, il y a très longtemps, il y a 10 ans peut-être, je suis invité dans une ville qui s'appelle Notre-Dame de Gravenchon. Alors c'est en pleine Normandie, paumé, en plein milieu de la campagne. Je suis invité par une médiathèque, j'y vais. Et je trouve cette ville vraiment extrêmement jolie, vraiment très jolie. Et puis il y a une montée, puis il y a une descente qui donne sur la Seine. Et là, je vois toutes les entreprises pétrochimiques qui sont là, Total, etc., Exxon, enfin non pas Exxon, Total, enfin toutes ces entreprises-là. Et voilà, je me dis, mais cette ville est incroyable parce que il y a cette beauté qui est là, et puis on monte la pente, et derrière, on a toutes les entreprises pétrochimiques. Et puis vient l'idée que j'ai d'écrire le syndrome E, qui est un de mes romans policiers, et je me dis, voilà, et le début du roman, on découvre des cadavres à Notre-Dame de Gravenchon. Parce que ce lieu m'avait marqué, parce que je me suis dit que c'est un endroit idéal pour enterrer des corps. Pourquoi ? Évidemment. Mais oui, c'est logique. Non, parce qu'en fait, projet d'entreprise, on ne peut pas construire tout ça. Donc je me suis dit, on va creuser là. Et c'est très rigolo parce qu'ils m'ont réinvité de ce fait-là. Ils m'ont dit, mais pourquoi votre livre commence à... Et les gens ne comprenaient pas pourquoi, mais pourquoi Notre-Dame de Gravenchon. Et vous voyez, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que on est un peu comme des éponges quand on est auteur de romans policiers, mais tout le monde de manière générale. Mais nous, quand on recherche des histoires, on regarde. Et tous les éléments viennent se stocker. On ne va pas s'en servir forcément tout de suite. Et puis, à un moment donné, vous réfléchissez à quelque chose, et il y a une image qui vous surgit comme ça, où l'image qui me surgit, c'est ça, c'est-à-dire ces entreprises, cette ville. Et voilà, et c'est comme ça que ça ressurgit dans les romans. C'est un peu comme ça que, en tout cas, je pense qu'on fonctionne tous de manière générale. Il y a vraiment l'endroit où vous allez parce que vous en avez besoin dans votre intrigue, vous savez que ça va se passer là, donc vous y allez à ce moment-là. Et après, il y a toutes les influences dans vos histoires, qui construisent un peu les histoires que vous racontez. Oui, tout à fait. Hein. La fiction en soi et le bouquin en soi est un voyage où doit l'être. On emmène les gens quelque part. On peut les emmener dans le nord de la France ou en Mongolie, ou je pense à Yann Manouk par exemple. On a des polars qui aujourd'hui se passent à peu près... je pense à Mapuche de Caril Ferret par exemple. On a un vrai voyage qui est offert en plus d'une intrigue. Heureusement, on ne se sent pas en Argentine comme on se sent à Paris. Voilà. Et si le bouquin n'arrive pas à transmettre cette couleur locale, c'est qu'il y a quand même un petit défaut. Donc je crois que le voyage fait partie du contrat de l'auteur. Il faut qu'il emmène le lecteur. Alors évidemment, après on a on est touché davantage par certains lieux. Moi, j'ai habité en Irlande pendant pas mal de temps et j'y retourne aussi souvent que je peux. Évidemment, la vie en Irlande, je ne peux pas la décrire comme la vie parisienne, d'autant que là, il y a un décalage temporel en plus. Mais effectivement, on doit teinter ces histoires d'une couleur locale. Et ça fait partie du contrat. Et ça enrichit bien évidemment une intrigue qui pourrait se poser dans un lieu assez local. Et je vais terminer sur le fait que le voyage, ça peut être aussi Lyon, mais vu sous un autre jour, Paris sous un autre jour. Dans mon premier bouquin, L'heure des fous, par exemple, je propose une visite guidée de Paris, mais effectivement vue d'un autre œil, d'un autre côté, puisque c'est Paris vu par une communauté de SDF. Tout de suite, on est effectivement
dans la capitale que l'on reconnaît avec ses monuments, mais c'est pas le Paris touristique, c'est pas le Paris des Parisiens, celui qu'ils voient tous les jours, c'est une autre forme. Eh ben, on peut aussi, par le biais de la fiction, offrir un voyage en local à un endroit que tout le monde connaît, simplement en le montrant différemment. Voilà. Donc le lieu est capital, bien évidemment, mais voilà, on peut l'aborder de différentes manières. Oui, juste parce qu'on est sur ce sujet-là du voyage. Oui, c'est franchement, si vous avez l'occasion d'aller dans un pays, dans une contrée, lisez le polar local du pays. C'est incroyable, c'est mieux que les guides touristiques qui vont juste vous donner quelque chose de surface et vont pas vous faire découvrir le pays. Je vous donne un exemple. J'ai eu l'occasion d'aller en Inde parce que j'étais invité à un festival littéraire et je ne connaissais pas l'Inde. Et donc j'ai regardé les auteurs. Donc il y a Vikram Chandra qui est le grand auteur de polar d'Inde. Et j'ai lu son livre. Je me suis dit, tiens, je vais lire son livre. Et ça a été vraiment une découverte de ce qu'était l'Inde, mais la vraie Inde, quoi. C'est-à-dire le pays avec ses problèmes, avec ses gens, ce qu'ils mangent, comment ils vivent, dans quelle situation. Et c'est le vrai pays. C'est pas le guide touristique qui est juste quelque chose finalement qui est juste la surface des choses, le vernis. Et vraiment, c'est pour découvrir, je trouve, un pays, pour découvrir la manière dont vivent les gens, découvrir le tissu social. Il n'y a rien de mieux que le polar. Et tu parlais de l'Irlande, tout ça, de la décrire d'une manière différente de celle à laquelle on s'attend. Et je crois que c'est un peu la caractéristique du genre. Pour en revenir à ce fameux syndrome E, moi, à un moment donné, mes personnages vont au Caire. Mais c'est pas du tout, voilà, ils vont pas voir les pyramides, ils vont pas manger dans les beaux restos. C'est vraiment, ils vont voir les policiers locaux, ils vont dans les quartiers les plus sombres, ils vont à proximité des bidonvilles et ils vont voir les gens qui vivent sur les toits parce que là-bas il y a beaucoup de personnes qui vivent sur les toits et c'est un mode de vie vraiment. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de le décrire de cette manière-là. Pour tout vous dire, en fait, je suis jamais allé au Caire, j'y suis pas allé. Et je trouve que c'était un bien finalement parce que pour pouvoir décrire cette ville et pouvoir décrire ce qu'elle était réellement et comment elle fonctionnait, je me suis beaucoup documenté. Je regardais des films faits par des réalisateurs égyptiens qui se passaient dans cette ville. J'ai lu des livres que je n'aurais jamais lus, pas forcément des polars. Hein. Si vous voulez, l'immeuble Yacoubian par exemple. Jamais j'aurais lu ça de ma vie. Et je l'ai lu pour ma documentation. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc finalement aussi, on se fait plaisir, je trouve. Nous-mêmes, on voyage aussi. Et parfois, sans se déplacer, c'est un peu la force des livres. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de nous faire voyager dans les pays. Et souvent, quand on lit des livres comme ça, on a presque envie d'y aller, quoi, pour aller rencontrer ces gens et parler avec eux. J'insiste peut-être sur un détail, mais c'est que les polars, quel que soit le pays de provenance, donnent une vision sans filtre du pays en question, qui n'est pas peut-être la vision traditionnelle ou celle qui serait la vision autorisée, alors, a fortiori quand il s'agit d'un pays autoritaire. C'est un point de vue, alors sans filtre, en tout cas le filtre de l'auteur, hein, parce qu'il décrit ce qu'il voit et ce qu'il veut en dire. Mais effectivement, le polar a ce côté sociétal, d'analyse sociétale en tout cas, et permet cet autre regard. Alors on parlait du regard plutôt touristique, le regard différent, etc. Mais c'est aussi un regard analytique. Le polar permet de gratter là où ça fait mal. Alors on peut après partir, on peut dénoncer, on peut voilà, il peut y avoir aussi tout un pan politique dans le polar. Moi parfois je me permets aussi des commentaires que j'assume complètement et que je peux répéter avec plaisir, notamment par exemple sur la politique britannique à l'époque en Irlande du Nord, c'est pas un souci. Mais effectivement, c'est un point de vue assumé. On n'est jamais neutre quand on écrit du polar.
je ne pense pas que ce soit possible. On a forcément un point de vue. C'est pas un genre tiède. Non, complètement. Ça demande à celui qui écrit de s'engager, de prendre parti dans sa narration. Mais son histoire et même la fin, sa manière de dénouer l'ensemble est forcément une manière de prendre parti et de donner un regard très précis sur la société dans laquelle on vit, complètement. On a parlé un peu, là aussi, tout à l'heure, de la documentation, de l'apport de la documentation, soit par le terrain, soit par, Franck le disait, la lecture, que ce soit l'immeuble Yacoubian ou des films égyptiens, pour s'imprégner d'atmosphère, de territoire. Est-ce que les choses ont changé pour les auteurs depuis Google Maps, depuis Street View, pour justement connaître un territoire sans y aller? Oui, alors je dois avouer que je m'en sers beaucoup. Pareil, typiquement pour en revenir sur cet exemple pour l'Égypte, parce qu'on a quand même ce souci vraiment d'être de vérité à la fois dans ce qu'on écrit, donc dans des termes vraiment plutôt historiques, politiques, la manière de vivre des gens, et puis des trucs tout bêtes. Il va en Égypte, quel est le décalage horaire? Quand il atterrit à l'aéroport, combien de temps il va mettre pour aller de l'aéroport au Caire, au commissariat de police exactement? Et là, un petit coup de Google Maps, on regarde. Oui, tiens, voilà. Et c'est vrai que c'est très, très utile. Mais j'en reviens à tout à l'heure, c'est-à-dire que quand la ville, l'Irlande est le personnage principal du livre, c'est très compliqué de faire ça sur un livre complet. Je pense que quand on a vraiment une région ou un pays qui est très fortement écrit, c'est forcément qu'on y a vécu. Après, le reste, c'est plutôt anecdotique. Moi, j'aime bien être très, très précis, mais ça ne m'empêche pas d'inventer des choses. Est-ce que c'est dans celui-là ou dans Rêver, roman précédent, ou dans Charcot, je ne sais plus. Je décris, ils vont en Bretagne, ils vont du côté de la pointe du Raz. Et j'avais besoin d'un hôpital psychiatrique très cinématographique. Et je sais qu'il n'y en a pas là. Et j'en ai créé un parce que, en fait, j'imaginais, c'est une image très forte que j'ai eue. La Bretagne, c'est une région dans laquelle je vais souvent. Encore une fois, il y a toujours le fait d'y aller et puis d'être très inspiré par ces paysages. Et voilà, j'avais cette image d'hôpital en haut quasiment en haut d'une falaise avec une fenêtre où quelqu'un est enfermé qui donne sur l'océan comme ça. Et je me suis dit, il me faut ça. Et je commence à faire des recherches, je n'en trouve pas, donc j'en ai créé un. Donc je dis, voilà, ils vont vers du côté de Brest. Après, ils partent un peu au bord des falaises. Et à un moment donné, il y a cet hôpital. Alors je ne dis pas précisément où il se trouve, mais je l'ai complètement inventé. Et ça ne me dérange pas. Et j'en ai déjà discuté avec les lecteurs. Et ça fait vraiment partie du jeu, de ce qu'on peut se permettre, parce qu'il ne faut pas oublier encore une fois que c'est des histoires qu'on raconte. Et voilà, donc c'est très curieux de la manière de fonctionner, parce qu'on va être très précis, il se déplace de telle rue à telle rue, on va regarder combien de temps il faut, et puis après on va créer un hôpital complètement qui n'existe pas. Mais voilà, je pense que ce sont deux choses différentes. Il y a la vérité du roman, il y a la véracité des faits, puis après il y a toute l'invention qu'on crée autour, et finalement on se dit oui, mais cet hôpital n'existe pas, mais il aurait pu inventer, il aurait pu exister. Il n'y a rien d'aberrant là-dedans. On n'écrit pas il y a encore une fois des articles scientifiques, des thèses ou des livres de géographie. On écrit des polars, donc on invente. Et on fait aussi un peu la même chose dans les enquêtes policières aussi. Tu peux en parler, mais ça ne nous embête pas non plus de prendre quelques raccourcis. C'est-à-dire de respecter, si tu veux, tu peux en parler, c'est-à-dire de respecter vraiment le métier de policier, mais parfois les procédures sont tellement longues et complexes et pas intéressantes. Et fastidieuses à raconter aussi. Mais même pour les policiers avec qui on discute, quand ils lisent les livres, ils disent mais oui, vous avez raison, parce que finalement les enquêtes que vous écrivez, c'est celles qu'on aimerait vraiment mener, c'est-à-dire aller sur le terrain, se déplacer et éviter la paperasse qui est absolument horrible. Et si on décrit ça, on s'ennuie et vous vous ennuieriez. Et donc on triche un peu, mais finalement c'est pas vraiment tricher. Je ne sais pas comment le dire, mais non, c'est du raccourci effectivement pour éviter une description fastidieuse de la procédure et des renvois et des signatures et des accords et des avis. Pour un moment, ils y vont au charbon et puis voilà, on enchaîne parce que sinon c'est plus possible. Encore que vous avez trouvé un moyen de contourner ça, parce que vous avez un personnage qui récite le code.
Il le connaît par cœur. Donc, complètement. En fait, complètement. C'est une machine à débiter du code pénal, effectivement. Et donc, dans chacune de ces enquêtes, il trouve forcément non seulement le code, l'article du code pénal qui correspond, mais aussi dans sa vie privée. Donc c'est là que ça commence à poser un problème, c'est quand il résout tous les problèmes de sa vie privée avec un article du code pénal. Bon, c'est un personnage un peu particulier, on peut le dire. Ça nécessite une parenthèse. Dans l'écriture, ça vient comment? Ça veut dire que vous-même, vous avez compulsé le code pour trouver les articles qui allaient être utiles à un moment ou à un autre et vous les avez intégrés dans de la fiction ou, Alors, non seulement j'ai fait ça, mais en plus, j'ai aucune mémoire, donc je l'ai fait à chaque bouquin. Donc, c'était assez abominable. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un bouquin à l'autre, je suis incapable de retenir le numéro de l'article. Il réécrit les mêmes bouquins, d'ailleurs. Donc je vais dire, ah oui, mais cet article-là, c'est quoi au fait? Et donc je suis obligé de repartir à la recherche. Voilà, on refait. Bon, on ne peut pas tout garder, certainement pas en mémoire, donc complètement. Ouais, c'est à chaque bouquin, donc je repars dans le code pénal, je refouille, j'essaye d'exhumer des articles improbables qui collent à la situation. Et trouver la situation idoine. Ouais, tout à fait. Je reviens donc à la question initiale qui était le Google Maps. Pour, par exemple, le chemin de Compostelle, ça, c'est quelque chose que vous avez converti. Je l'ai fait à genoux. Ça m'a pris un peu de temps. Mais non, bien évidemment, l'utilisation, on peut pas tout faire. Je pense, dans mon 3e bouquin, j'ai des personnages qui étaient en opération militaire à Kaboul, avec une société militaire privée. Voilà, donc, et puis il se passe une fusillade qui a vraiment eu lieu en plus à Kaboul, et je donne le nom de la rue. Voilà, donc je suis allé voir, non pas sur place, mais sur Street View, à quoi ressemble cette rue. D'ailleurs, après, il y a eu la correctrice est repassée derrière, me disant mais je trouve pas la rue. Alors je lui ai renvoyé les documents pour lui dire mais si elle existe, c'est bien là, voilà. Là, je cherchais, dans mon dernier roman, une rue un peu escarpée dans Paris. Donc, j'ai trouvé une carte topographique avec les altitudes des rues parisiennes. Il fallait qu'elles soient pavées. Donc, à partir de cette carte, j'ai pu repérer un certain nombre de rues et trouver ma rue pavée. Et je cherchais dans la rue que j'ai finalement trouvée une maison d'un certain type. Voilà, donc j'ai regardé les 21 adresses de la rue en question et rien ne correspondait, donc le lieu est au 22 de la rue qui existe, mais le 22 n'existe pas. En fait, est-ce qu'il vous arrive parfois plus de temps, vous passez plus de temps à vérifier ce genre de détails qu'à, j'ose pas dire mettre en forme, l'intrigue que vous avez élaborée, qui est clairement dans votre tête dès lors que vous commencez la rédaction? Oui, mais encore une fois, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait écrire l'intrigue et puis ne rien justifier, ne rien... Le ciment dont je parlais tout à l'heure, hein. La fiction, on est libre de décrire ce qu'on veut, mais jusqu'où le lecteur accepte le pacte. Hein. On signe un pacte au départ avec le lecteur, c'est viens, je vais te raconter une histoire. Et ben fais-moi confiance, je vais te raconter des choses et je vais t'emmener jusqu'au bout. Voilà. Si on trahit le lecteur en chemin en lui racontant n'importe quoi, le lecteur tic et dit mais qu'est-ce qu'il me raconte là? C'est pas du tout ça. C'est nous qui avons mis un coup de canif dans le contrat. C'est nous qui nous étions engagés au départ à mener le lecteur de A à Z dans le bouquin, et au milieu du bouquin on dit bah finalement ça, allez on passe. On s'en fout. Passons. Le lecteur dit non, on s'en fout pas. On a un contrat. Et tu es en train d'arrêter de le respecter. La documentation, elle est là. Elle est dans le respect de ce contrat. Oui, alors c'est rigolo ton numéro de rue, parce que j'ai eu la même chose. Ils vont, alors je ne sais plus quelle ville, pas très loin d'ici. Et donc je regarde vraiment quelle rue la personne peut habiter, parce qu'après, suivant le personnage, son milieu social, tout ça, on regarde pour que ce soit cohérent, toujours trouver les bons lieux. Donc je regarde la rue, j'en trouve une, et puis je me dis, bah, tiens, elle va habiter là. Et je me suis arrangé pour
Elle habite le 21 bis, enfin, un numéro qui n'existe pas parce que je me suis dit, sinon la personne qui habite vraiment cet endroit, mais c'est ça, mais on réfléchit, on a l'esprit un peu tordu, vous allez vous dire, mais c'est ça, c'est-à-dire j'ai pas envie que soit elle porte plainte contre moi, ou alors il y a des gens qui débarquent là-bas pour je ne sais quelle raison. La maison de Mystique? Non, alors non, c'est pas la maison de Mystique, c'est la maison de la jeune, la fille qui va l'aider, enfin qu'elle va voir au moment où la fille va prendre le bus pour aller au lycée à un moment donné. Okay. Ah oui, ok. Voilà. Et je me dis voilà, il faut qu'elle habite à un endroit qui, pour pas que les gens se sentent. Mais c'est comme quand on donne des numéros de téléphone, enfin des choses comme ça. On fait. Finalement, il y a c'est ce que je disais tout à l'heure, on est très proche de la réalité, mais parfois il y a cette petite fiction parce qu'on reste dans une fiction et voilà, on veut pas non plus. Que ça devienne trop non plus trop précis. Par contre, il y a des lecteurs qui aiment bien et qui vont aller tout vérifier. Et ça, ils vous le disent. Ça, c'est très rigolo, je trouve. Ils vont dire, mais le 22, il est où? Il n'existe pas. Et donc, il y a des gens qui mettent les photos en ligne des adresses. Ouais, donc sur Facebook, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. Tiens, j'étais là. Donc ils retrouvent l'image sur Street View et ils la mettent en ligne. Ouais, donc on doit faire un peu attention à. Oui, tu as raison de parler des réseaux parce que aujourd'hui tout va très vite et donc il faut pas que si quelqu'un a vraiment habité une maison qu'on décrit, tiens, on va dire je prends une maison de campagne et on va dire c'est le 21 imaginons que la maison de la personne se retrouve sur internet, que des gens donc c'est pour ça on a aussi cette il faut faire attention dans un de mes livres, enfin c'est pareil, j'ai toujours des grands méchants, des médecins un peu corrompus, qui est le directeur de telle clinique dans Paris. Et je me dis, je vais inventer le nom de la clinique parce que j'ai pas envie que... de finir en prison. L'hôpital Necker, que le grand méchant... Alors je change de nom quand même déjà à la base. Hein, c'est pas mais après qu'ils disent, ah ouais, mais ça peut donner des mauvaises images. Et juste par rapport à ça, il y a une romancière qui avait été attaquée il y a 5 ou 10 ans. Comment ça s'appelle les grands marchés du tissu? Saint-Pierre, là, sur Paris. Elle avait Marché Saint-Pierre. Marché Saint-Pierre. Comment elle s'appelait Lali Walker, je crois que c'est elle. Elle a juste fait un meurtre. Il y a un cadavre qui est découvert au marché Saint-Pierre au début de son livre, voilà, mais c'est tout. Enfin, et ils ont porté plainte contre elle. Il y a eu un procès. Ça allait très très loin, hein, c'est-à-dire qu'ils ont préjudice d'image pour préjudice de l'image du lieu. Alors, et ça avait fait pas mal de débat. Alors je crois mais ils demandaient un truc genre 1 million d'euros, enfin un truc de fou. Hein. Je crois que ça n'a pas abouti. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas gagné. Et ça nous a posé un gros problème à nous les auteurs, parce que de se dire mais on écrit de la fiction, donc si on peut plus écrire nos histoires, si vous faites vous découvrez un cadavre près de la Tour Eiffel et si on commence la ville de Paris commence à vous attaquer en disant voilà vous avez dit Tour Eiffel c'est protégé, vous portez atteinte à l'image, on peut plus rien faire. Et moi j'étais en train d'écrire, c'est pareil, c'était encore le syndrome, décidément ce roman, et je me suis dit mais là je parle de tel personnage, de tel truc, et ça m'avait posé de problème. Je me suis dit mais est-ce que je vais être attaqué, tout ça. Donc voilà, on a toutes ces questions-là aussi qui viennent s'ajouter à nos tourments. Est-ce que dans ces échanges avec vos lecteurs, il y a parfois quelques-uns de ces lectrices et lecteurs qui vous demandent de situer vos romans dans des régions qui peuvent être les leurs ou des régions qu'ils affectionnent? Alors ça, c'est une chance qu'on a, je pense, aujourd'hui dans le polar français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a je trouve une belle équipe de romanciers français. Alors vous savez, il y a 20 ans, les gens lisaient américain, enfin dans le polar, je parle des grandes tendances. Il y a 10 ans, c'était le polar nordique. C'est-à-dire, ils lisaient que ça. Et moi, ça m'est arrivé, j'étais en dédicace dans les librairies et les gens allaient... couverture noire, nom en Inkson, hop, on prenait. Le reste, on s'en fichait complètement, et c'était ça, quoi. Et donc, je m'appelais Till Yeatson à un moment donné. Les gens achetaient mon livre. Vous venez du Nord, Romain. Oui, ça marche. Et aujourd'hui, je trouve que dans le polar français, il y a une espèce de... où les gens, il y a une confiance qui est en train de naître, parce qu'on a une belle proposition dans le polar français. Alors, en termes d'univers, c'est-à-dire de gamme dans le polar, c'est-à-dire du roman énigme, du roman policier, du roman noir, on parlait de Carré Ferré, du roman social, du roman historique, du thriller pur.
Et puis après, on a aussi des romanciers qui écrivent sur leur région. Hein, les polars, alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a urbain et rural, non, c'est pas ça, rural, qui est un terme un peu, enfin voilà, mais et on a ça, c'est-à-dire vous prenez des gens comme Sandrine Colette, c'est Franck Bouis, où voilà, vous avez des histoires qui se passent en Creuse, des histoires qui vont se passer dans des petits villages de montagne, où là vous êtes vraiment imprégné, c'est pareil, c'est-à-dire le lieu et le personnage principal du roman. Et cette histoire-là ne pourrait pas être racontée ailleurs. Et aujourd'hui, je trouve qu'on peut quasiment trouver vraiment des polars de qualité sur nos grandes régions. Ça quadrille partout, quoi. Ouais, ça quadrille vraiment. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on parlait de la vie de la grande ville, mais on se rend compte que dans les campagnes, eh bien, les choses sont... il y a matière aussi, vraiment, à raconter des histoires... terribles qui parfois peuvent être bien pires que ce qui se passe dans les villes, et c'est ce qui fait la force de ces romans, et les gens adorent ça parce que ça se passe chez eux. Il y a un besoin, je trouve, pour le lecteur de s'identifier, besoin d'identité, et qu'on parle d'endroits qu'on connaît, d'endroits dans lesquels on vit, et donc voilà, ça c'est la richesse du roman policier qui est extraordinaire, je trouve. Alors avant de donner la parole au public, pour qu'il y ait aussi cet échange qui soit possible, on va aborder cette question de la dimension historique, puisque tous les deux, c'est aussi un aspect qui vous intéresse. Comment est-ce que l'on fait pour donner un ancrage qui soit aussi exact que l'ancrage contemporain lorsque l'on s'attaque à une intrigue qui peut être soit à la fois partagé entre les deux temps, soit totalement dans le passé? Alors il y a plusieurs possibilités, moi j'en ai choisi quelques-unes. Je suis en couple avec une maître de conférence en histoire contemporaine. C'est voilà, donc n'hésitez pas, pour la documentation c'est pas mal. On a parlé longuement de la documentation. On peut aussi parler d'une ville qui remonte qui a été créée 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc là, sur le plan historique, on a de quoi creuser sur ces 6000 dernières années. Creuser au sens propre. Au sens propre, oui, tout à fait. Donc le lien historique alors, avec un petit H ou un grand H, s'impose, je crois, presque toujours dans le polar, que ce soit dans l'histoire individuelle de nos personnages ou la grande histoire de la région, du pays. On a forcément au présent le retour d'un passé qu'on a passé sous le tapis, qu'on a voulu occulter à un moment. Et moi, c'est ce que j'aborde dans mes bouquins, c'est souvent le retour d'une période difficile. Alors, bon, pour l'Irlande du Nord, je vais prendre cet exemple, on est dans les années 60, c'est le début des Troubles, le moment où la communauté catholique d'Irlande du Nord subit l'oppression de la part de l'armée britannique. On est quelques années avant le Bloody Sunday, une date qui reste emblématique, mais on est surtout en 60 au début de 40 ans d'oppression dans la région par l'armée britannique. Je raconte ça dans le bouquin de manière diachronique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui à Paris, on trouve des cadavres qui ont une balle dans chaque genou, une balle dans le front. C'est pas commun, une balle dans chaque genou. Ça correspond au mode d'exécution de l'IRA à l'époque. C'est ainsi que l'IRA punissait ses traîtres. Lorsqu'il s'agissait d'une petite trahison, c'était une balle dans chaque genou et on laissait partir l'individu. Et au moment où il se pouvait marcher de nouveau, eh bien, il claudiquait dans la rue et annonçait à tous qu'il avait trahi. Pour les cas de trahison plus graves, on terminait le travail avec une balle dans le front ou dans la nuque. Bon, j'évoque ce passé-là et on retrouve ces cadavres au présent. Bien évidemment, dans le bouquin, ces périodes se retrouvent. Le présent va expliquer le passé, un passé douloureux et qui n'a jamais été résolu, qui a laissé des gens en plan. Je faisais à Quai du Polar une table ronde au thème super, l'impossible pardon. Ça répond, je crois, à la question.
on traite cette manière historique, cet axe historique de cette manière-là. Il y a quelque chose qui a été laissé en suspens dans l'histoire. À un moment, on a tourné une page un peu vite, sauf qu'il y a des gens qui ont été laissés sur la touche, en souffrance, et qui ont engendré un besoin de vengeance comme catharsis. Et c'est cette vengeance au présent qui fait ce lien passé-présent. Je crois que l'axe historique, il est là, souvent, dans le polar. Alors encore une fois, à l'échelle individuelle, la petite histoire, ça peut être l'histoire personnelle, mais ça peut être aussi à l'échelle d'un pays, d'une région, d'un peuple, d'une communauté. Il y a des polars qui s'écrivent sur le Rwanda, dans la même optique. Des polars qui s'écrivent sur la Roumanie de Ceausescu, qui a basculé du jour au lendemain grâce à la révolution dans la démocratie, et qui a tout à coup blanchi tous ses bourreaux au nom de la réconciliation nationale. On ne peut pas faire ça. On pense que du jour au lendemain, on peut tous se pardonner et être de nouveau amis. Ceux qui ont été torturés la veille ne pardonnent pas leurs bourreaux. Et ils les retrouveront toujours. Un petit complément avant que Franck réponde aussi. Est-ce qu'il faut nécessairement un temps de latence avant de pouvoir écrire sur un sujet pareil? Parce que là, que ce soit la question de l'Irlande, la paix, alors je mets des guillemets autour de la paix, puisque il y a quelque chose qui a été signé à la fin des années 90, ou que ce soit Ceausescu, la fin du régime en Roumanie, c'est pareil, c'est les années 90. Est-ce qu'il faut un temps de latence pour pouvoir observer et écrire, ou est-ce qu'on peut le faire à chaud? Alors, c'est assez amusant comme question, parce que c'était au cœur de c'était le problème au départ. Lorsque j'ai eu la maison d'édition, alors que j'écrivais le bouquin, là, ils m'ont dit, bon, alors, les phrases sont un peu codifiées. Hein, bon, t'écris en ce moment? Oui. On peut lire dès que c'est fini. Bon, ça, c'est les phrases d'introduction. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas sur quoi j'écris. Ils me disent, bon, en gros, ça parle de quoi? Je leur ai dit, j'écris l'histoire d'un jeune homme qui, sous la houlette d'un religieux, se radicalise et se met à poser des bombes. Silence au téléphone. On sortait, si on en est sorti, on était dans le sillage des attentats. Donc j'ai vite ajouté, on est en 1966 en Irlande du Nord. Mais le propos était clair. Le but du jeu, c'était de parler du terrorisme qui venait de nous frapper. Pas du terrorisme islamiste, parce que déjà c'était trop chaud et en plus j'y connaissais rien, mais d'une autre forme, ailleurs, 40 ans plus tôt, qui revenait aujourd'hui. Voilà. Donc, à chaud, je pense qu'il faut éviter, parce que à chaud, pour filer la métaphore, ça nous amènera à tous les embrasements et certainement aux plus extrêmes. Donc je pense qu'il faut raison garder et traiter ces sujets-là avec déjà le recul que nous apportent les historiens et encore une fois, après, digestion de ces grands événements par l'histoire. Après, il n'est pas interdit de tenter des résonances. Voilà. Franck, pour toujours cette question historique. Oui, c'est intéressant comme question. Alors, on n'écrit pas des romans historiques, je pense, qui se passent dans le passé. On écrit des romans qui sont extrêmement contemporains, avec des enquêtes d'aujourd'hui, et qui font ressurgir un passé. Et ton exemple avec les corps qu'on découvre, il est extrêmement intéressant, parce qu'on a ce problème-là, c'est-à-dire qu'on a envie de parler de choses qui nous heurtent du passé, par une enquête qui se déroule aujourd'hui. C'est ça, en fait, ce qu'on essaye d'écrire. On n'écrit pas Le nom de la rose, on écrit des romans avec une police d'aujourd'hui, avec des gens d'aujourd'hui, mais dont le but est de faire ressurgir des éléments passés très forts qui nous marquent. Et on se demande comment on va réussir à faire ça, parce que c'est pas évident. Moi, j'ai découvert des choses un peu au gré de recherche, sans savoir ce que j'allais écrire. Vous tombez sur des événements d'où vous n'étiez absolument pas au courant. Par exemple, au Canada, dans les années, des années 50 à 80, non, des années, 50, oui, 40 à 60, 70, les orphelins saints d'esprit, on les met, qui étaient vraiment dans des orphelinats gérés par l'Église, on a commencé à les mettre dans des instituts psychiatriques pour des histoires d'argent, c'est-à-dire que ça rapportait plus, entre guillemets, au Québec,
de toucher des per diem par l'État fédéral pour un enfant qui était dans un hôpital psychiatrique plutôt que dans une institution religieuse. Et donc il y a eu une mécanique qui a été mise en place pour pouvoir faire ça. Et quand je découvre ça, je me dis, mais d'une part, je ne savais pas que ça existait, et je me dis, mais comment c'est possible ? Et puis vous faites des recherches, et puis moi il y avait des choses qui m'intéressaient de manière très très forte, c'était la manipulation sur l'esprit, toutes les expériences qui ont été faites par la CIA à l'époque sur les projets MKUltra, de comment manipuler les cerveaux des gens. Et puis en faisant mes recherches, tiens, CIA, Canada, à un moment donné on voit un lien qui est là. Je me dis, mais c'est ça, je veux faire ça. Et après, voilà, vous avez 2 flics qui sont en 36 quai des Orfèvres en 2010 et vous dites, mais comment je fais ça ? Comment je parle d'un truc qui se passe au Québec dans les années 60 ? Et c'est ça. Et c'est pour ça que ce ne sont pas des romans historiques, mais c'est des romans dont le but, on a cette envie de parler de ces sujets graves et de les faire ressurgir par une enquête qui se passe aujourd'hui. Et souvent, ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on doit trouver les astuces qui, progressivement, vont permettre à nos policiers, qui sont comme nous, qui sont un peu, entre guillemets, naïfs, qui ne savent pas vers quoi ils vont, d'atterrir à la fin de l'enquête dans une abomination, en fait, mais qui est dans le passé, donc ils n'ont pas accès au passé, mais ils doivent avoir accès dans le présent à ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est là toute la complexité, et c'est là où on doit se casser un peu la tête. Évidemment, ça démarre souvent par des cadavres. Moi, c'est pour ça que c'est très, très bien. Parce que l'exemple que tu cites, moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, c'est pas un corps avec une caractéristique de manière dont il est tué qu'on progressivement, on va emmener nos policiers vers là où on veut. Parce qu'on n'a pas de 36 solutions, en fait, finalement, dans nos enquêtes, qui sont des enquêtes policières à la base. Ça démarre souvent avec des meurtres. Donc, comment progressivement emmener nos enquêteurs, et moi je voulais que ça se passe là-bas aussi, qu'ils aillent là-bas, donc il faut trouver vraiment toutes les astuces, parce que vous avez une enquête qui se passe ici à Lyon, le flic va dire faut que j'aille au Canada pour enquêter, il va dire mais qu'est-ce que tu fais, t'es fou. Donc voilà, c'est extrêmement complexe, mais c'est ce qu'on essaye de faire, on en parlait aussi tout au début, c'est parce qu'on a cette envie de passer ces messages-là aussi, par-delà les histoires qu'on raconte. Mais tout à fait, ouais. Ce que tu disais est complètement juste. L'enquêteur, il ouvre la voie pour le lecteur. Le lecteur est juste derrière et le suit. L'enquêteur est un passeur, en fait. Il avance dans les ténèbres et révèle petit à petit l'intrigue et le pourquoi du comment. Mais exhume, le mot est assez juste, exhume aussi cette histoire oubliée, mais aussi pour le lecteur, pas que pour lui. Pas seulement pour résoudre son enquête, mais aussi pour l'amener au lecteur et l'éclairer, lui dire bah ouais, il y a ça aussi, ça existe, et c'est un moyen de transmettre, comme tu le disais, l'histoire avec un grand H à ce moment-là à un lecteur qui ne la connaît pas. Et je pense que les gens apprécient ça, cet accès à l'histoire. C'est pas le bouquin d'histoire, c'est pas l'essai dont tu parlais. C'est une autre manière d'y accéder. Je crois que ça fait partie. C'est une autre forme, une autre partie du voyage, le voyage historique. Ça fait partie du polar également. On va transmettre à présent la parole au public pour savoir s'il y a des questions. N'hésitez pas à lever la main. Ne soyez pas timide. Juste pour faire le lien, vous disiez un cadavre à Lyon, aller au Québec. C'est pas très difficile. À Lyon, il y a une vieille tradition d'amitié avec le Québec qui se manifeste avec l'entretien Jacques Cartier. Donc voilà, il y aurait déjà une passerelle qui permettrait de faire ce lien. Alors, est-ce que quelqu'un a une question ? N'hésitez pas. Pour Franck ou Nicolas, ou pour les deux. Madame ? Alors, attendez, il y a un micro qui vient vers vous. Bonjour, je voulais savoir si dans la fin de la réalisation d'un roman, cette étape de correction était bien sûr indispensable dans le processus de naissance. Est-ce que vos correcteurs étaient des personnes attitrées, qui vous connaissent sur le bout des ongles, qui perçoivent tout de suite là où vous voulez aller ? Ils corrigent sur quel niveau ? Vous parliez que certains vérifiaient vos adresses, d'autres, j'imagine que c'est sur le plan de la littéraire. Je ne connais pas du tout ce job-là, oui. Et comment il se précise pour arriver à un bon roman qui va forcément plaire à vos lecteurs ? Oui, je pense que globalement, les maisons d'édition fonctionnent plus ou moins
pareil. Alors le roman qui va plaire au lecteur, déjà ça c'est nous, c'est-à-dire que l'éditeur peut pas, c'est ce que tu disais, il t'attend d'écrire ton roman et tu le donnes à ton éditeur, donc la capacité à raconter des histoires, à gérer le suspense, ça c'est vraiment l'auteur qui invente son histoire. Alors pour moi il y a deux étapes principales avec la maison d'édition. Il y en a plein, mais je vais citer les deux plus grandes. La première, ça va être, vous allez travailler ça avec votre éditrice directement. Ça va être vraiment une lecture globale de l'histoire que vous allez raconter et comment améliorer cette histoire, comment la rendre plus forte, plus cohérente. Donc à plus haut niveau, c'est-à-dire, par exemple, votre éditrice peut vous dire, voilà, qui vous connaît. Alors c'est mieux quand, c'est pour ça que c'est important, je trouve, de travailler longtemps avec les maisons d'édition et d'être fidèle finalement à une maison d'édition, parce que on dit souvent, un auteur et une maison d'édition, c'est comme un couple, il faut bien se connaître pour que ça fonctionne bien. Et quand effectivement votre éditeur vous connaît bien et connaît vos livres, je trouve que c'est important parce qu'il connaît le type d'histoire que vous racontez, il connaît la manière dont vous les racontez, donc il sait sur quel point c'est important, il connaît les lecteurs. Moi, je vous donne un exemple typique. Par exemple, il va lire mon livre et puis il va me dire c'est très très bien, mais là, je trouve que c'est un peu long parce qu'on a envie d'aller plutôt vers une résolution à ce moment-là de l'histoire, parce que connaissant le rythme, la manière dont les lecteurs lisent tes livres, on partirait plus là-dessus. Ou alors, tel personnage, ce personnage-là est très très bien, mais il est peut-être un tout petit peu trop sombre, il faudrait un peu l'éclaircir un peu, parce que... donc c'est plutôt des éléments à plus haut niveau, c'est la charpente, où vous dites, c'est vrai, tu as peut-être raison, et parce que vous avez passé du temps sur ce livre, et vous n'avez plus forcément l'œil aiguisé. Vous savez, quand vous relisez un texte 10 fois, à un moment donné, vous perdez vraiment la notion de savoir si c'est bien ou pas. Et puis après, il y a des choses un peu plus... mais je vous donne un exemple tout bête. Et ça nous arrive tout le temps. Votre personnage s'appelle Martin, et 3 lignes en dessous, vous l'appelez Philippe. Et vous n'allez pas le voir. Mais pourtant, vous allez lire votre livre 50 fois, et vous allez repasser... Et puis l'éditeur va dire, mais t'as vu, il s'appelle Martin et Philippe. Et là, vous voyez ça, vous dites, mais c'est pas possible. Donc il y a des trucs comme ça. Alors ça, c'est vraiment le premier niveau vraiment de solidifier l'histoire, de la rendre la plus meilleure possible, vous connaissant. Après, il y a la deuxième étape. Alors ça, c'est plus dans le circuit de correction, où là, vous avez vraiment des personnes dont c'est le métier, chef correctrice, qui vont faire à plusieurs niveaux. Il y a 2 étapes principales, je trouve. Ce qui s'appelle alors avant les épreuves non corrigées, il y a la préparation de copie. Je ne sais pas si c'est comme ça pour toi. Où là, alors ça va être les grosses corrections orthographiques, grammaticales, répétitions. Alors, ils font jamais eux-mêmes. C'est-à-dire que l'auteur a toujours le dernier mot. C'est-à-dire votre texte est imprimé, tout est souligné, machin, on fait ça, on vous renvoie et vous repassez derrière, vous dites j'accepte. Alors, en général, j'accepte quasiment tout. Donc voilà, ça crée un texte qu'on appelle les épreuves non corrigées. Qui en général qui est prêt, ça dépend encore une fois des auteurs, mais 3 mois avant la sortie. Comme ça, vous pouvez déjà le donner aux libraires qui peuvent le lire avant, certains journalistes, etc. Mais dans lesquels il y a encore pas mal de fautes. Et puis après, il y a effectivement la dernière relecture très très minutieuse, où là, effectivement, les noms des rues, les couleurs des pulls, s'il avait un pull bleu, page 50, et que le pull devient rouge, page 100, ils vont le voir. Et ça, je trouve ça, moi, c'est un truc de fou, ça me surprend à chaque fois. Donc vraiment de traquer avec des plans, avec Internet à côté, non seulement les fautes, mais aussi ces aspects-là. Et à la fin, il reste toujours ce qu'on appelle les fameuses coquilles. Mais ça, c'est un truc pareil, de fou. C'est-à-dire que tout le monde a relu le livre plein de fois, et puis quand les lecteurs lisent, il reste toujours une dizaine de petites coquilles. Alors il faut imaginer qu'un livre, c'est, je sais pas la taille, mais on va dire c'est entre 500 000 et 1 million de signes.
1 million de signes. Alors, vous comptez 10 coquilles, donc 10 modifications dans 1 million. Ça fait un pourcentage qui est absolument infime, ça fait 0,0001%. Les gens disent « Ah, mais il y a des fautes, machin ». Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire c'est purement humain, en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait une machine pour qu'il y en ait zéro, mais comme on reste des êtres humains, il reste ces fameuses petites coquilles. Alors, quand ça remonte, on les réintègre, et puis quand c'est réimprimé dans les versions poche, ça disparaît. C'est pour ça que souvent, les textes des grands classiques que vous lisez, aujourd'hui, vous allez lire Germinal, il n'y a plus de fautes, parce qu'en fait, au fur et à mesure, ça a été recorrigé, mais je suis persuadé que dans les... Alors que c'était très mal écrit au départ. Oui, c'était bourré de fautes, en fait. Mais en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que dans les grands classiques et tout, peut-être il en reste dans la Pléiade ou je ne sais où, mais c'est vraiment purgé au fur et à mesure, au fil du temps. C'est pareil, je pense. Oui, tout à fait. Alors, le travail éditorial, tu l'as souligné, effectivement, on est sur la charpente. Comment bonifier le texte, comment l'améliorer, comment... aussi un travail de cohérence. Parfois, il faut être cohérent. Un personnage qui a une... surtout dans une série, un personnage qui tout à coup peut avoir une réaction inattendue. Bon, ça, c'est un coup de fatigue de l'auteur, certainement. L'éditeur est là aussi pour remettre un petit coup de vis et dire attention. Le travail de correction, alors moi je trouve ça remarquable, effectivement, c'est vraiment sidérant. Alors outre les scories, tout ce qui reste dans le texte, alors il peut y avoir des fautes d'orthographe, de grammaire, il en reste évidemment. Il y a aussi des choses qu'on a laissées en suspens, des mots qu'on n'a pas fini d'effacer, donc il reste au milieu du texte, du texte un T, H, R, voilà, on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc il reste des trucs comme ça. Mais là où c'est sidérant, c'est quand même ce travail de repérage, effectivement, à 200 pages près de la couleur du pull. Là, on est bien bluffé quand même. On dirait quand même le personnage qui est moustachu, qui est plus moustachu, qui est brun, qui devient blond ou rouge, je ne sais pas. Bref, ça, c'est vraiment incroyable. Alors moi, je me suis renseigné parce que je me disais, mais comment elles font ces femmes? C'est pas possible. C'est deux femmes qui s'occupent des corrections. Alors, on m'a décrit les personnages. Alors, il y en a une qui s'appelle Colette, que je salue et que je remercie à chaque fois à la fin de mes bouquins, qui travaille sans machine, sans ordinateur, qui ouvre une cartouche de gitane, ouvre son stylo rouge et lit le bouquin. Comme ça, en carburant à la gitane. Et rien n'échappe à Colette. Donc c'est incroyable. Encore une fois, pas d'ordi, parce qu'on peut lancer des recherches. Donc j'imagine que c'est un travail comme on le faisait avant je ne sais pas quand, mais c'est sidérant parce que je reçois un texte qui est maculé de rouge, avec des renvois à des pages, etc. C'est un travail d'extraterrestre, c'est vraiment incroyable. Et la deuxième qui s'y colle, donc qui passe une fois que j'ai invalidé des corrections, en général, effectivement, on valide, parce que on se tait, on se cache, et puis on valide. Et la deuxième correction, en revanche, là, c'est quelqu'un qui travaille avec un ordi et qui repasse tout ça, et qui là va effectivement aussi vérifier ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'existence de la rue à Kaboul, qui m'envoie un mail en me disant mais ta rue là elle n'existe pas. Je me dis si elle existe. On a un échange de mails pour savoir si la rue à Kaboul existe. Elle veut juste savoir si la rue existe. Je parlais tout à l'heure d'une fusillade qui avait eu lieu et qui a effectivement eu lieu, donc je donne la date, je donne le lieu, le nombre de victimes. Elle me dit non, c'est pas le bon nombre de victimes. Moi j'ai trouvé ça. Alors moi je lui renvoie mes articles. Voilà, et on échange là-dessus. Non, c'est vraiment un travail incroyable dont je suis foncièrement incapable. Voilà. Et pour reprendre ce que tu disais complètement sur la lecture, relecture, à un moment, on est en aquaplaning sur le texte. C'est-à-dire qu'on commence à lire une page. On s'aperçoit qu'on a tourné trois feuilles, qu'on a plus ou moins récité, on connaît le texte par cœur, on n'a rien corrigé, on a tout laissé passer, on est incapable de lire le texte, c'est-à-dire de déchiffrer avec nos yeux ce qui est écrit. On est, ce que j'appelle l'aquaplaning, on glisse sur le texte et on voit rien. Donc là, ce sont des personnes essentielles à la création du bouquin qui viennent, comme des bonnes fées, l'améliorer. Voilà.
Nous arrivons malheureusement au terme de la rencontre. Ah, il y a encore une question. Bon, alors, ça appellera malheureusement une question courte, mais allez-y, madame. Sera courte. Dans le monde professionnel en France, il y a beaucoup de gens qui se tutoient, qui s'appellent par leur prénom. Alors, je ne fréquente pas la police, mais je m'étonne. Continuent à s'appeler par leur nom de famille. Est-ce que vraiment c'est comme ça ou c'est un parti pris dans les polars? Non, je pense que c'est comme ça. Enfin, je sais pas, je pense. Ça dépend des groupes. En fait, c'est plutôt affectueux quand ils s'appellent par leur nom. Après, ça va dépendre. Il y a alors, dans le 36 quai des Orfèvres, c'est plutôt la vieille tradition, donc ils continuent à avoir on va dire des comportements, qui sont encore à l'ancienne. Après, vous allez en gendarmerie. Là, il y a le respect absolu des grades. Donc, c'est oui, parce que ce sont plus des militaires, mais qui font aussi des enquêtes. La section de recherche. Donc, quelqu'un qui est lieutenant, qui va parler à son commandant, qui pourtant qu'il le connaît pendant 20 ans, il va toujours dire commandant ou voilà. Et après, il y a les prénoms. Alors, souvent d'ailleurs, ça dépend vraiment des écrivains. C'est surtout des surnoms aussi. Ils s'affublent de surnoms en police judiciaire, qui ne sont pas toujours glamour d'ailleurs. Le squal. Oui, le squal. Et voilà, moi, tout le monde l'appelle Charcot parce que finalement, c'est son nom, mais aussi il y a cette image de requin. Enfin voilà, donc c'est affectueux. Et d'ailleurs, il le dit, mon personnage le dit à des nouveaux venus, il dit appelez-moi pas Franck, appelez-moi ni commandant ou appelez-moi Charc ou Charcot. Voilà, je pense que on n'est pas obligé non plus, encore une fois, de coller. Ça dépend du ton qu'on veut donner à nos livres. Le tutoiement, alors, mais ça c'est réel, c'est-à-dire qu'il y a encore dans des équipes le brigadier, oui, brigadier chef, c'est compliqué les grades, mais vous voyez son chef de groupe. D'autres qui vont le tutoyer, indépendamment des grades. Les commissaires sont toujours vouvoyés, voilà, mais après, si le flic le connaît depuis 20 ans, le commissaire, il va le tutoyer. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. Je pense que c'est un peu comme dans la vie, finalement. Vous allez tutoyer certaines personnes et d'autres les vouvoyer. Donc, mais en général, ils se tutoient parce que c'est quand même des gens qui vivent ensemble 24 heures sur 24, en fait. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pris le tutoiement aussi au sein du groupe. En revanche, c'est le nom de famille dès que c'est un type qui n'aime pas dans le commissariat. Donc, c'est Durand, Dubois, pour pas dire Ducon, en fait. C'est le mec qu'on n'aime pas. On va dire, ouais, va voir machin. Voilà. Mais sinon, effectivement, c'est des gens qui sont amenés à vivre des choses difficiles ensemble. Donc, ça crée des liens. Il y aurait une exception avec un de mes personnages qui refuse d'appeler son chef de groupe parce qu'elle vient d'arriver, elle refuse de le... Donc lui, il insiste, il lui dit « mais vas-y, tutoie-moi, appelle-moi par mon prénom » et elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas parce que c'est un mec qu'elle sent misogyne et acariâtre. Et elle aimerait bien essayer, elle n'y arrive pas. Donc de temps en temps, elle bredouille, elle essaye un tu qui tient 2 secondes pour lui faire plaisir, mais elle tient en fait à garder la distance. Donc bon, le tutoiement, vouvoiement, voilà, c'est très 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 variable. Elle est arrivée depuis peu, je le disais aussi, l'ancienneté faisant que certains vont peut-être avoir plus d'affinité, bon, comme dans la vie, comme tu le disais. Ce que vous disiez aussi, ce qui est intéressant, c'est que on a effectivement le polar à la papa qui veut qu'on appelle le collègue du bureau d'en face par son nom de famille. Effectivement, c'est un peu daté, voilà. Voilà. Moi, j'ai pris le parti de c'est le collègue qu'on n'aime pas, qu'on appelle par son nom de famille. Voilà, c'est un choix. Voilà, cette fois l'heure est venue déjà de vous remercier d'avoir participé à cette conférence. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Franck.